C'est bon, vous m'entendez? Oui. Merci pour l'introduction. C'est un plaisir d'être avec vous. Je voulais remercier Madame Safer et son équipe pour l'invitation. On est toujours bien reçus quand on vient chez vous et on a envie de revenir. Voilà. Donc c'est un thème qui m'intéresse beaucoup parce que moi j'ai une approche toujours neuro-gastro depuis des années. Voilà mes conflits d'intérêts, passés ou présents. Donc qu'est-ce qu'on entend par médecine non conventionnelle? Donc l'Académie nationale de médecine utilise le terme de thérapie complémentaire. Moi je préfère le terme de thérapie complémentaire alternative. Pour moi, je n'aime pas l'alternatif. Pour désigner donc les pratiques pouvant intervenir en plus des soins conventionnels pour contribuer au bien-être des patients. On peut très bien envisager d'avoir une Mickey sous anti-TNF et faire de l'hypnose, de l'acupuncture, etc. Mais pas arrêter les traitements pour passer à une thérapie alternative. Ce qui est le cas de la deuxième ligne. Alors, c'est des choses que j'ai pris un peu sur Internet, il n'y a pas grand-chose. Les pratiques non conventionnelles n'ont pas fait l'objet d'études scientifiques ou cliniques reconnues. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous allez voir qu'en matière d'hypnose, ce qui m'intéresse le plus et que je vais le plus détailler, il y a quand même pas mal de publications, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de diplômes nationaux, sauf pour l'acupuncture. Il y a des DU, des diplômes universitaires ou des DIU. Moi, je suis formé à l'hypnose depuis 2005 et je suis responsable du diplôme universitaire à Grenoble, où on a beaucoup de gens qui s'inscrivent. De plus en plus de gens, on est obligé d'en refuser. On en prend 30 sur 60, 80. Ça ne signifie pas donc que l'efficacité et l'innocuité de la technique soient prouvées. Après, vous avez des tas de formations délivrées par des organismes privés sans aucun contrôle des institutions publiques. C'est-à-dire, si vous tapez hypnose en France, vous avez plein de gens qui font des formations. Reste à savoir ce que ça vaut. L'avantage d'un DU, c'est que c'est quand même un diplôme universitaire qui est contrôlé. Donc, je pense que c'est quelque chose de correct. Alors, pourquoi les gens ont recours aux thérapies non conventionnelles? Souvent, ils sont convaincus de leur efficacité et de leur utilité, particulièrement quand la médecine conventionnelle n'arrive pas à les guérir. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, maintenant on va s'orienter vers autre chose. C'est une médecine qui n'a pas d'effet secondaire théorique, sauf si on arrête un traitement efficace, par exemple, c'est toujours ma peur. Donc ça rassure les utilisateurs et ça les pousse encore davantage à y recourir. Et puis souvent, ce sont des personnes qui sont déçues par la médecine conventionnelle et qui apprécient que ces médecins prennent du temps à les écouter et les voient en entier, vous voyez, en intégratif. Moi, c'est toujours mon approche. Un patient, ce n'est pas un tube, ce n'est pas un cœur, etc. C'est quelqu'un qu'on doit considérer en entier, en sachant qu'évidemment que ça prend du temps. C'est un peu le problème. Et donc, les thérapeutes qui utilisent ces thérapies accordent beaucoup de temps aux patients et lui laissent l'occasion de s'exprimer. Ils sont très sensibles à ça, les gens. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez être moins bien considéré que l'ostéopathe ou le magnétiseur. Et puis donc, maintenant, c'est un peu la mode de l'hygiène de vie, d'éviter des produits toxiques. Moi, je vois de plus en plus de patients qui sont anti-médicaments, anti-thérapie biologique, etc., alors qu'ils ont besoin d'un traitement. Donc, toutes ces raisons, en gros, ça explique pourquoi il y a un engouement pour ces médecines non conventionnelles. Alors voilà, il y a une liste qui est non exhaustive. Il y aurait plus de 400 thérapies non conventionnelles. Moi, je vais vous parler surtout de l'hypnose, et puis je vous parlerai de la neuromodulation par le nerf vague, si j'ai le temps. Et puis, surtout, les données qu'on a, c'est sur le syndrome de l'intestin irritable. Je vous parlerai un peu des Mickey, la dyspepsie, des douleurs thoraciques non angineuses. Donc, vous avez, sur cette diapositive, vous avez une relation donc bidirectionnelle, je ne sais pas si j'ai une relation bidirectionnelle entre le système nerveux central et le tube digestif via le système nerveux autonome représenté par le système sympathique et le système parasympathique, essentiellement le nerf vague. Ce sont des nerfs mixtes, en sachant que le nerf vague, il est 80% afférent en vert et 20% efférent. C'est le nerf le plus long de l'organisme qui est anti-inflammatoire. On a des données, je n'ai pas trop le temps de rentrer là-dedans. Anti-nociceptif, antidépresseur, antiépileptique, etc. Il y a beaucoup de rôles du nerf vague qui ne sont pas connus. Vous avez donc un rôle manifeste du stress dans ces pathologies, notamment, c'est très connu dans le syndrome d'intestin irritable. On a aussi des données dans les Mickey. Et notamment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les early life traumas, les traumatismes tôt dans votre vie, à une époque où vous avez des structures nerveuses centrales qui continuent à se développer, cortex frontal, hippocampe, amygdale, le centre des émotions. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir des problèmes ultérieurement. Donc l'hypnose peut être intéressante. Vous avez donc une dysautonomie dans ces pathologies, c'est-à-dire que la balance sympatho-vagale ne marche pas bien,
Et souvent, vous avez une hypertonie sympathique et une hypotonie vagale. Or, si vous êtes en hypotonie vagale, vous êtes pro-inflammatoire, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon, d'être trop en hypertonie vagale non plus. Donc, on peut mesurer l'activité du système nerveux autonome par ce qu'on appelle la variabilité cardiaque, qui est un électrocardiogramme. On a, avec un logiciel, on peut avoir une idée de votre tonus vagal et de votre rapport sur le sympathique et le parasympathique, et savoir si vous êtes en hypotonie vagale ou en hypertonie sympathique, etc. Donc globalement, ces pathologies, on dit que ce sont des modèles biopsychosociaux, donc vous pouvez avoir un intérêt de l'hypnose. On a beaucoup de données, vous allez voir, sur le syndrome d'intestin irritable, moins sur les Mickey. Et puis, moi, je m'intéresse aussi à la neurostimulation du nerf vague à visée anti-inflammatoire, antinociceptif, etc. Ça, c'est un article qui est sorti récemment, oui, en 2022, où on vous donne un peu le choix thérapeutique guidé par la physiopathologie dans le S2I. Je ne vais pas le détailler, j'en aurai pour trop longtemps, mais je vais me baser, vous voyez, que dedans, vous avez notamment... On va essayer de moduler le système nerveux central. Alors il y a les drogues, les antidépresseurs, les différents antidépresseurs, et puis par les thérapies comportementales, la psychothérapie, CBT, c'est les thérapies cognitives, les thérapies comportementales et cognitives, et l'hypnothérapie. Alors l'hypnose, c'est un état modifié de conscience où vous êtes entre veille et sommeil. C'est une expérience suggestive qui doit être agréable. C'est-à-dire quand vous êtes en état d'hypnose, vous êtes dans un état de suggestibilité. On peut vous donner des suggestions, que votre ventre marche bien, etc., que vous avez plus confiance en vous. On peut vous faire de vous un super-homme ou une super-femme, si je peux parler comme ça. Donc la suggestibilité, c'est l'aptitude de votre cerveau à recevoir ou à évoquer des idées et sa tendance à les réaliser, à les transformer en actes. La capacité d'hypnose, elle est en vous. L'hypnothérapeute, il est là pour vous faire trouver le bon chemin, mais c'est vous le principal thérapeute, c'est ce qu'on dit aux gens. On travaille avec l'imagination du sujet. 95% des sujets sont hypnotisables, à part les psychotiques, et encore, il y en a qui le font. Toute technique de relaxation induit une hypnose. Parfois, vous prenez votre voiture, moi ça m'arrive le samedi, je vais à l'hôpital alors que je ne travaille pas, on est automatisé. Et on joue avec la motivation du sujet. Si le patient n'y croit pas, c'est mal parti. C'est absolument pas dangereux. On ne peut pas prendre possession de vous. On ne peut pas vous faire dire des choses que vous ne voulez pas. Alors, dans le SI, le référent là-dedans, c'est Peter Wowell, c'est un gastro-anglais à Manchester, qui a mis au point ce qu'on appelle l'hypnose orientée sur le tube digestif. Dans le syndrome de l'intestin irritable, il a publié l'Argamanu. Et en quoi ça consiste? Dans toute hypnose, vous avez une induction qui repose sur la relaxation musculaire. Ensuite, vous fermez les yeux, on vous relaxe de haut en bas, de bas en haut. Ensuite, on approfondit l'hypnose pour que comme quand on prend un ascenseur qui descend, on peut utiliser l'ascenseur d'ailleurs. Ensuite, il y a un renforcement du moi avec des textes qu'on prépare. Moi, je prépare toujours mes séances comme ça. Pourquoi? Parce que souvent, ces patients, tous ces chroniques, ils n'ont pas confiance en eux. Pour peu qu'ils aient eu des traumatismes, perte d'un être cher, séparation des parents, parents toxiques, je t'aime pas, je te voulais pas, t'es nul, t'es dévalorisant, traumatisme physique, sexuel, la guerre, la pauvreté, la criminologie, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui se trouvent mauvais, quoi. Donc, on va donner en hypnose la possibilité de renforcer leur moi, qu'ils aient plus confiance en eux. Si j'ai plus confiance en moi, je suis mieux dans ma peau, je suis mieux dans ma tête, je suis mieux dans mon corps. Ensuite, on fait des conditionnements par image sensorielle, la chaleur sur le ventre, cette chaleur elle est agréable, elle diffuse, etc. Ça veut dire que votre tube digestif s'organise pour un très bon fonctionnement, pour une très bonne santé. Concentrez-vous sur cette chaleur quelques instants. Ensuite, on peut les mettre, les suggestions, par image. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, vous vous promenez à la campagne, c'est une belle journée, on entend les oiseaux, enfin vous pouvez broder, vous pouvez passer 1 heure dans l'imagerie comme ça. Et puis vous êtes sur un chemin, et le long de ce chemin où vous marchez, il y a une rivière qui est là, qui est tout comme vous en ce moment. Elle est calme, paisible, tranquille. Sous-entendu, si je suis diarrhéique, je vais me ralentir, si je suis constipé, je vais m'accélérer. Vous pouvez mettre des écluses, vous pouvez dire tout comme le système avec des écluses, vous avez dans votre tube digestif un système qui régule la motricité, etc., etc. Ensuite, on donne des suggestions post-hypnotiques, c'est-à-dire cette sensation que vous ressentez maintenant de paisibilité, de calme dans tout votre corps, vous pourrez la rapporter avec vous après cette séance d'hypnose quand vous rentrerez chez vous. C'est des suggestions qu'on donne pour que l'hypnose continue à faire effet après la séance. Et ensuite, on réveille en comptant de 1 à 5, etc. C'est tout simple. Et ensuite, on fait le feedback de la séance.
Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? La chaleur, est-ce que vous l'avez senti? La rivière? Vous voyez, de façon à savoir un peu dans quel état était le patient, comment il a perçu la séance, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé. Donc lui, il fait une séance par semaine pendant 12 semaines. Donc vous voyez, c'est facilement 35, 40, voire 1 heure, hein, si vous brodez beaucoup. Donc c'est quand même time consuming, comme ils disent. Hein. Si vous avez 5 patients, c'est 60 consultations. Hein. Et alors voilà, donc il a fait ça chez des colopathes, des S2I, chez les femmes diarrhéiques, parce que ça marche mieux. Et il montre que, vous voyez, vous avez une diminution des douleurs abdominales, une diminution de la diarrhée sur la gauche, une diminution du ballonnement et mon état général est meilleur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi sur les manifestations extra-digestives. Vous savez que les colopathes, ils ont mal à la tête, ils ont mal aux articulations, ils ont mal au dos, ils sont crevés, ils dorment mal, ils ont des pollacuries. Pourquoi? Parce que le stress stimule la vessie, hein, ils ont des brûlures urinaires, des dyspareunies, douleurs au moment des rapports, etc. Et en fait, vous pouvez voir que ça marche sur des manifestations extra-digestives. Donc ça marche sur le tube et sur l'extra-tube. Pourquoi? Parce que ces patients, ils sont dans des états d'hypersensibilité centrale, ils sont en hyper-interoception. L'interoception, c'est la façon dont je me perçois. How do you feel? Comment je me sens? Et ça déconne chez eux. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent que même jusqu'à 5 ans après, vous voyez, ça continue à être efficace. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui disparaît au bout de 2-3 mois. Donc c'est quelque chose qui, dans le temps, persiste. Et ce qui est intéressant aussi, c'est aux patients aussi à faire de l'auto-hypnose. En général, moi j'enregistre la première session et je leur demande d'écouter la session sur leur portable, etc. pour continuer la session chez eux. Vous voyez que ça améliore aussi le bien-être physique, mental, l'humeur, le locus de contrôle, la façon dont je suis capable de m'apprécier, le comportement social, le travail. Hein. Peut-être que si on faisait tous de l'hypnose dans les hôpitaux ou d'une manière générale, les gens seraient plus productifs. Et puis, ils ont toujours montré, ouais, ils publient ça dans le Lancet, hein, c'est quand même pas rien, ils montrent qu'en fait l'hypnose de groupe, elle n'est pas moins efficace que l'hypnose individuelle, parce que le problème c'est ça, c'est que ça prend du temps. Si vous faites un patient 12 fois, vous imaginez. Donc quand vous prenez des patients en groupe, vous êtes aussi efficace. La seule remarque, c'est qu'en groupe, en individuel, vous pouvez travailler sur des événements non terminés du passé qui me perturbent encore. Vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'hypnoanalyse. Hein. Vous pouvez travailler sur des traumas, des abus physiques, etc. Parce que c'est le patient qui va trouver la solution. C'est la restriction que je trouve. Ensuite, il montre que 6 séances, c'est aussi efficace que 12. Donc vous voyez, on peut réduire à 6, moi j'en fais 7, et puis on peut prendre des gens en groupe. C'est comme si on faisait une séance maintenant, vous voyez. Alors eux, ils ont fait une espèce de... Ils se disent finalement, est-ce qu'on pourrait savoir à l'avance qui va répondre à l'hypnose? Alors ils font ce qu'ils appellent la Manchester Color Wheel, là, où ils vous disent, voilà, en fonction de votre humeur maintenant, où c'est quelle couleur vous vous situez où? Alors vous avez les couleurs positives, les couleurs neutres et les couleurs négatives. Et ils montrent qu'en fait, si vous êtes dans les couleurs positives, en même temps, ils étudient ce qu'on appelle l'HAD, c'est une échelle d'anxiété et de stress, et puis le TAS, là, qui est une échelle de susceptibilité à l'hypnose. Ils montrent que c'est mieux si je suis dans les couleurs positives. Donc ils se disent, voilà, en fait, c'est ces gens-là à qui il faudrait faire de l'hypnose. Je ne suis pas sûr que ce soit... Mais bon, c'est ce qu'ils ont publié. À l'époque de la Covid, il y a des gens qui faisaient de l'hypnose par Skype. Bon, ils montrent que grosso modo, c'est aussi efficace, ça l'est un peu moins, parce qu'il n'y a pas la personne, le thérapeute à côté, c'est important. Hein. Voilà, donc bon, ça peut être intéressant. Moi, je le fais faire parfois pour des patients. Ensuite, l'hypnose, elle modifie la douleur. Vous savez que dans le S2I, ces patients, ils ont une hypersensibilité viscérale, ils se perçoivent trop. Donc, ils montrent que les gens hypersensibles, vous voyez en bas, en blanc, ils deviennent normosensibles, que les hyposensibles, ils deviennent normosensibles, et que les normaux, ils restent normaux. Donc, on modifie la douleur. Voilà, ça, ce sont des études de méta-analyse et tout, qui vous montrent quand même que toutes ces thérapies complémentaires, là, CBT, etc., hypnose, je ne vais pas toutes les détailler, c'est quand même plus efficace que notamment ce qu'on appelle la waiting list. La waiting list, c'est le contrôle de l'hypnose ou autre chose, c'est-à-dire que c'est des gens qui savent qu'ils vont avoir ce que les gens ont actuellement. C'est-à-dire que nous, on a fait une étude où on a fait de l'hypnose chez les Mickey, et en attendant de faire le groupe contrôle, les gens étaient sur une liste d'attente. Ils savaient qu'ils auraient quand même l'hypnose. Donc ça peut jouer. On ne peut pas dire aux gens, vous avez l'hypnose et vous n'avez pas l'hypnose.
Voilà, ça c'est une autre étude qui montre l'intérêt des thérapies comportementales cognitives et de l'hypnose, vous voyez, dans le cerveau moteur irritable, où on est en faveur de cette thérapie complémentaire. GDH, c'est Gut Directed Hypnosis, donc ça c'est efficace, vous voyez, en faveur de la thérapie. Alors ce qui est important, c'est que là, il montre que si j'ai plus d'une session par semaine, c'est mieux que si j'ai moins d'une session par semaine. C'est important de faire de l'hypnose quand même régulièrement au départ. Si vous faites une séance maintenant, puis dans 4 mois, les gens, sauf s'ils pratiquent entre-temps, vous perdez de l'efficacité. Il montre pareil, s'il y a beaucoup de sessions par rapport à peu de sessions, c'est mieux quand il y en a beaucoup. Et puis, eux, ils trouvent qu'en groupe, c'est mieux qu'en individuel. Moi, je reste sceptique, mais bon, voilà, ce sont leurs données. Je pense que c'est intéressant, quand vous faites de l'individuel, c'est consommateur de temps, mais vous êtes en prise directe avec le patient, et vous pouvez travailler beaucoup sur la personnalité du patient. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire quand on est en groupe. Voilà. Alors après, la question, c'est comme ça prend beaucoup de temps, est-ce qu'on peut faire l'hypnose par une infirmière de consultation, etc. Est-ce qu'il faut forcément un médecin? Non. Cette étude de Worwell, toujours du groupe de Worwell, les infirmières, elles sont aussi efficaces que les médecins. C'est pour ça que vous pouvez dédier cette formation à des gens paramédicaux. Et là, c'est pour vous montrer qu'en rouge, vous avez ce qu'on appelle l'insula. L'insula, c'est le centre de l'interoception. C'est là où je reçois toutes les afférences vagales et sympathiques, tout ce qui vient de mon corps. Et ces gens, vous voyez, à gauche, là-bas en haut, ils ont une activation de cette insula qui va se normaliser après hypnose, comme les témoins qui sont dessous. D'autre part, ce sont souvent des patients, à droite en haut, qui sont dans l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'une douleur comme ça, ils vont la percevoir de façon beaucoup plus importante, où ils vont anticiper la douleur, en disant ça y est, j'ai mal au ventre, etc., je ne pourrais pas faire ça, etc. Et sous hypnose, vous voyez que le rouge, vous le damponnez, enfin vous l'atténuez. Alors après, il y a quelques données sur dyspepsie, vous voyez. Vous avez ici en petit carré l'efficacité de l'hypnose centrée sur l'intestin par rapport à la thérapie médicale en point noir ou la thérapie supportive. La thérapie supportive, c'est qu'on donne des conseils aux gens, etc. Donc c'est quand même un intérêt. Pareil chez les gens qui ont des douleurs thoraciques non angineuses, où on croit qu'il faut un infarctus, ou ils vous disent j'ai des reflux, je prends des IPP, ça ne marche pas, etc., etc. Vous avez un intérêt sur l'amélioration de la douleur thoracique et sur la qualité de vie, parce que souvent c'est des gens, les colopathes, les fonctionnels, ils ont une très mauvaise qualité de vie, comme les diabétiques, les cardiaques, etc. Dans les Mickey, il y a peu de données. Dans cette étude, ils ont fait une séance d'hypnose orientée sur le tube digestif. Ils prennent des paramètres sanguins, des cytokines, ils mettent un papier buvard contre le rectum, contre la paroi du rectum, qui s'imbibe, et ils font une analyse du dialysa avec des paramètres inflammatoires. Et globalement, ils montrent que les gens qui ont une séance d'hypnose, alors qu'ils sont en poussée modérément active, ils diminuent certaines cytokines, ils améliorent des paramètres inflammatoires qui, au total, sanguins et muqueux, qui concourent à faire améliorer la rectocolite hémorragique. Voilà. Bon, il y a peu de données. Ça, c'est une étude où ils ont pris des rectocolites en rémission sous traitement. Ils font 7 séances d'hypnose. Le but, c'est de dire, en fait, sous hypnose, je reste plus longtemps en rémission avec mon traitement que si j'ai que mon traitement. Et c'est ce qui montre dans cette étude. Sous-entendu, l'hypnose apporte un plus. Donc nous, on a fait une étude, on l'a finie, mais elle est encore en train d'être analysée. On a pris des Crohn, puisque ça avait été publié pour les rectocolites, en rémission clinique sous traitement ou sans traitement, à qui on a fait donc 8 séances d'hypnose orientées sur le tube digestif. On était 3 intervenants. Et donc, on montre qu'il y a quand même, bon, je ne peux pas tout vous donner tous les résultats, parce que je ne les ai pas encore. On a étudié la variabilité cardiaque, on a étudié des questionnaires de stress, d'anxiété, de dépression. On a étudié les cytokines sanguines, les populations lymphocytaires, on n'a pas encore tout, mais on a quand même un intérêt. Et surtout, tous les gens gardent un effet positif de ces séances. Et il y a un effet groupe. C'est-à-dire qu'en général, on ne prenait pas plus de 8 patients. C'est comme si cette table-là, vous vous retrouvez pour une séance d'hypnose, vous ne connaissez pas. À la fin, les gens avaient sympathisé, il y avait un échange entre les patients. Et les gens disaient, c'est dommage que ça soit fini, on aurait bien continué. Les bénéfices, les limites, sans rentrer dans le détail. Donc c'est une technique qui n'est pas dangereuse.
Il faut avoir une formation quand même, bien entendu. Le problème, c'est que c'est consommateur de temps. Hein, c'est vraiment ça la limite. Et c'est vrai que le fait de faire de l'hypnose de groupe, ça peut être intéressant. Ça coûte. Le problème aussi, c'est que l'hypnose, la moindre séance correcte en prix, c'est 50 euros. Hein. Et puis, vous avez des gens qui demandent 80, 100, etc. Alors, il y a des mutuelles en France maintenant qui prennent 3 ou 4 séances, mais ça peut avoir un coût. Je vais passer à ce qu'on appelle la médecine bioélectronique. Qu'est-ce que c'est la médecine bioélectronique? C'est notamment la VNS et la vagus nerve stimulation, la neurostimulation vagale. Le principe de la médecine bioélectronique, si vous dites, tiens, le nerf vague, il est antidouleur, anti-inflammatoire. S'il ne marche pas, eh ben, je vais être pro-inflammatoire, pro-douleur. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas donner, pour stimuler ce nerf vague, rétablir un fonctionnement normal sans aller donner les médicaments, hein, donc c'est une thérapie non médicamenteuse. Comme pour l'hypnose, les gens sont très sensibles à ça. Donc ça a été validé, il y a 2 types de neurostimulation vagale, l'invasive et la non-invasive. La cervicale invasive a été validée pour le traitement de l'épilepsie, de la dépression réfractaire aux drogues. Le principe, c'est quoi? Vous avez un neurochirurgien qui fait une incision cervicale, qui met une électrode comme un ressort de stylo, tunnelisé sous la peau, et ensuite c'est relié à un pacemaker, comme le pacemaker cardiaque, et vous avez fait un effet stimulation on-off, on-off. Vous pouvez paramétrer tout ce que vous voulez, vous pouvez l'arrêter, la mettre en continu. Le problème, c'est qu'il faut faire une intervention, ça dure 1 heure. Bon, il n'y a pas de souci particulier, c'est pas, il faut quelqu'un qui a l'habitude. Donc nous, à Grenoble, on avait travaillé avec le neurochirurgien qui implantait ses patients pour épilepsie et dépression. Et puis la mode maintenant, c'est la neurostimulation vagale non invasive où on n'a pas besoin d'opérer. Donc vous avez, je vous montrerai la neurostimulation cervicale et la neurostimulation transcutanée auriculaire. Voilà, donc ça c'est on a implanté le premier patient, c'était une première mondiale, hein, on a implanté le premier patient en neurostimulation invasive en 2012. On a implanté 9 patients, hein, c'est une étude pilote, on a eu 100 000 euros, ça nous a, rien que les stimulateurs électrodes, ça coûte 10 000 euros. Et pardon, on a montré qu'il y avait un intérêt, 2 tiers de nos patients à 1 an étaient en rémission. Actuellement, on a un recul de 10 ans, on a 1 tiers des patients qui sont en rémission. Pour vous dire qu'il n'y a rien qui marche à 100% dans les Mickey. Et donc on montre, si vous voulez, que vous améliorez l'inflammation, vous baissez les cytokines pro-inflammatoires, le TNF, l'IL6, l'IL12, l'IL23, et vous restaurez un tonus vagal. C'est-à-dire que la plupart de nos patients avaient une hypotonie vagale, c'est-à-dire qu'ils étaient pro-inflammatoires. Quand vous êtes en hypotonie vagale, c'est ce qu'on a publié, votre TNF sanguin est élevé. C'est-à-dire que le nerf vague, qui est anti-TNF, il ne fonctionne pas. Si vous rétablissez un tonus vagal, vous faites baisser le TNF. Alors, la stimulation transcutanée auriculaire, pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'intérêt? C'est que cette partie de l'oreille que j'ai matérialisée en bleu, surtout la cymba conca, vous voyez, je ne sais pas si j'ai le... La cymba conca est innervée à 100% par la branche auriculaire du nerf vague. C'est une branche qui part au niveau de l'oreille et qui est une branche afférente. C'est-à-dire quand vous la stimulez, ça va vers le cerveau. Ce n'est pas une branche efférente. Le reste de cette partie de l'oreille est innervé aussi par le nerf vague, mais c'est surtout la cymba conca. C'est-à-dire quand vous stimulez cette partie de l'oreille, c'est comme l'auriculothérapie, eh bien ça remonte le nerf vague, ça va au niveau du système nerveux central et ça repart dans le sens inverse, le long du vague efférent, mais ça repart aussi dans tout votre système nerveux central. C'est-à-dire que les études ont montré que par imagerie cérébrale, vous activez tous ces noyaux qu'on appelle les noyaux du système nerveux central autonomique, le cortex, l'hippocampe, le cortex préfrontal, le thalamus, etc., qui sont des noyaux qui interviennent dans la régulation émotionnelle, dans la régulation de votre système nerveux autonome, dans votre bien-être, etc. Et le NTS, c'est le noyau du tractus cellulaire qui est au niveau du bulbe, c'est lui qui reçoit toutes les afférences vagales. C'est-à-dire quand vous stimulez le vague, ça arrive là et après ça part dans toutes ces directions. Et ça redescend à partir d'un noyau qui est dessous le NTS, qui s'appelle le noyau moteur dorsal du vague, d'où part le premier neurone cholinergique, vagal, le nerf vague. Voilà, donc le système, vous avez ce système de la société Serbomed hein, en Allemagne, je ne suis pas sûr qu'elle existe encore, je crois qu'elle a été rachetée, où je dis, ouais, je n'écoute pas de la musique, je stimule mon nerf vague. C'est comme un portable, c'est comme si j'écoutais de la musique. Hein. Mon électrode est là au niveau du... ensuite, vous avez, nous, on utilise l'appareil de chevaux médicaux qui s'appelle Urostim 2 avec une électrode qui se met, vous voyez, au niveau de la conca.
Et puis ça, c'est une société américaine qui commercialise ça, où vous allez stimuler le nerf vague au niveau cervical, avec des espèces de 2 disques, là, vous voyez, vous mettez on, et ça stimule pendant 2 minutes à haute fréquence. Et vous faites un mouvement comme ça pour aller stimuler votre nerf vague. Bon, c'est un peu vague, c'est le cas de le dire, mais je pense que c'est pas aussi bien que l'auriculaire. Alors voilà, juste pour vous matérialiser quelques études. Ça, c'est une étude du groupe de Farmer, où il a essayé ça dans l'hypersensibilité des gens qui ont des douleurs thoraciques. En fait, il infuse de l'acide dans l'œsophage à la partie basse et il stimule la partie haute de l'œsophage. Et il montre qu'à gauche, vous voyez, il prévient l'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'au lieu que la courbe descende, eh ben, elle reste plate sous stimulation. Il prévient l'hypersensibilité œsophagienne induite par la perfusion d'acide. Et là, à droite, il la réverse. Voilà, donc lui, il utilise ce système servomètre. Et il montre qu'il augmente le tonus vagal, et il dit, ben, ça a un intérêt, cette stimulation vagale, pour toutes ces pathologies digestives où il y a une hypersensibilité viscérale. Ça, on a parlé de la gastroparésie. Donc, dans cette étude, ils utilisent ce système de gamma-core, hein, ce système de stimulation cervicale, et ils font donc 2 fois par jour pendant 4 semaines. Ensuite, ils font un wash-out et ils montrent que vous diminuez, vous accélérez la vidange gastrique globalement, en bas à droite et en bas, et vous améliorez la plupart des symptômes, soit tous les symptômes, soit les nausées, les vomissements, la sensation de plénitude, de satiété précoce, constipation, le ballonnement, la douleur. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Moi j'utilise la neurostimulation transcutanée auriculaire dans la gastroparésie. Là c'est pareil, c'est dans la dyspepsie. Il montre que si vous voulez, que si vous faites une stimulation auriculaire, transcutanée auriculaire, dans la dyspepsie, eh bien, vous améliorez globalement l'accommodation gastrique, les sensations de plénitude, vous améliorez ces patients, notamment les sensations symptomatiques. Et vous rétablissez, vous améliorez le système nerveux autonomique. Et vous améliorez la dépression que peuvent avoir ces patients, l'anxiété, etc. Et il y a une corrélation entre un score de dyspepsie et le score de dépression et d'anxiété. Alors ça, c'est une étude qu'on a faite de simulation transcutanée auriculaire chez les colopathes avec François Mion, là, qui est prof à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, où on montre qu'on améliore la douleur chez ces patients. Bon, c'est une petite étude pilote, on a pris, vous voyez, 9 patientes, syndrome de l'intestin irritable. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on améliorait le temps de transit colique, même si ce n'était pas significatif. Donc pour nous, c'était peut-être plus intéressant chez les constipés, colopathes constipés. Ça, c'est une étude chinoise où il montre que la stimulation transcutanée auriculaire, vous voyez, améliore également la sensation augmente le nombre de fois où je vais aux toilettes, en haut à gauche, augmente le score de Bristol et diminue la douleur et rétablit une tonicité vagale. C'est-à-dire d'un tonus vagal bas, n'oubliez pas que le nerf vague, c'est le nerf de la motricité, hein, et vous rétablissez. Voilà, pour finir, le nerf vague, c'est un nerf mixte, hein, c'est un nerf qui est anti-inflammatoire, anti-nociceptif, antidépresseur, prokinétique, anti-épileptique. Je dis toujours que c'est Castorama. Vous savez, Castorama, nous, c'est un magasin où vous trouvez tout ce que vous voulez. Il faut déterminer, est-ce que j'ai un tonus vagal bas? Si j'ai un tonus vagal bas, peut-être que la stimulation sera plus intéressante chez moi. Hein. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Bon, ce sont des études pilotes, hein. C'est compliqué à faire, hein. Donc c'est pas aussi simple de passer un anti-TNF, etc. C'est beaucoup plus complexe. Donc je pense que ça a vraiment un intérêt, c'est apprécier des patients parce que c'est pas une drogue, c'est pas un médicament, qu'il y a beaucoup de patients qui craignent les effets secondaires. Après évidemment, il faut faire des études plus larges, savoir quels paramètres on va utiliser. Les perspectives, c'est quels paramètres, haute fréquence, basse fréquence, bon, je ne vais pas trop détailler, mais c'est une problématique. Est-ce qu'il faut stimuler en permanence, de façon intermittente? Il faudrait peut-être avoir une stimulation qui se déclenche quand mon tonus vagal baisse, miniaturisation des procédés, enregistrer le tonus vagal, l'invasif, maintenant, passe un peu au deuxième plan. On pourrait aussi stimuler le nerf vague abdominal, hein, plus proche des viscères. On peut faire de la respiration profonde couplée à la stimulation vagale. Hein, toutes les techniques de relaxation utilisent la respiration profonde. L'activité physique, c'est pareil, ça stimule le nerf vague. Oui. Et pourquoi pas faire une combinaison drogue, anti-TNF, etc., avec de la stimulation vagale. Il y a une étude qui est dans la prévention de la récidive post-opératoire.
vous opérez un crâne, vous l'implantez pendant l'opération et vous espérez éviter la récidive post-opératoire. Et je vous remercie pour votre attention. Et ça, c'est tous les gens qui ont travaillé avec moi depuis de nombreuses années sur toutes ces techniques de neurogastro. Merci, professeur Bonaz. Moi, personnellement, je trouve que c'est très fascinant, toutes ces techniques. Vous avez bien apporté les preuves de l'efficacité de l'hypnose surtout et de la stimulation vagale. Donc, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Docteur Benazouz. Vraiment, on a appris beaucoup de choses. C'est quelque chose vraiment qu'on ne maîtrise pas du tout. On a appris beaucoup de choses. Moi, je voudrais revenir à un côté pratique. Les dernières guidelines sur le S2I. Je ne vous entends pas bien. Les dernières guidelines sur le S2I qui sont sorties, c'est l'AGA qui les a sorties en novembre 2021. Je les ai lues. Et il y avait une référence qui a été citée sur la place des tricycliques dans la douleur de S2I. Et j'étais allé lire cette méta-analyse. Elle a été publiée à l'ANSET 2019. Et cette méta-analyse a montré quelque chose d'extraordinaire, c'est que les tricycliques à faible dose, aux alentours de 10 mg, paraît être l'un des meilleurs traitements de la douleur du S2I, la composante douloureuse, je parle. Et ils sont même allés très loin dans les recommandations et où ils recommandent against the use of antispasmodiques. C'est une recommandation. Ne recommandons pas l'usage des antispasmodiques dans le S2I, et c'est plutôt les tricycliques à faible dose sur la composante douloureuse, je parle. Et ces tricycliques, maintenant, je les trouvais dans plusieurs recommandations, dans la dyspepsie, dans les manifestations extra-œsophagiennes du reflux, dans l'œsophage sensible, dans le TFI, dans les douleurs thoraciques, vous l'avez bien dit. Quel mécanisme d'action et comment parce que vraiment, ça devient une recommandation très forte. En fait, oui, c'est le laroxyl, l'amitriptyline. Moi, que j'utilise à dose non antidépressive, c'est-à-dire moins de 25 mg par jour. Vous m'entendez? C'est bon. En général, c'est sous forme de gouttes. Donc c'est 2-2-5, 2 gouttes matin, midi, 5, 2-2-5 pendant 3 jours pour voir comment il tolère. 5, 5, 10, 5, 5, 15 et vous marquez ne pas dépasser 25 gouttes par jour, 25 mg. La plupart des gens, souvent, ils ne tolèrent pas dans la journée. Ils vous disent ça m'ensuque et tout dans mon travail. Donc souvent, les gens, ils prennent plutôt le soir. J'en vois aucun qui prend, j'en ai vu qu'une là la semaine dernière qui prenait 25 gouttes. C'est la première que je vois. Ils vous disent, moi c'est 7 gouttes, moi c'est 10 gouttes, moi c'est 12 gouttes. C'est un effet modulateur au niveau central. Hein. C'est un effet antidouleur. C'est utilisé surtout par les centres de la douleur. Le problème, c'est que moi, la plupart des gens que je vois, bon, ils l'essayent, mais soit ils sont suqués, soit ils ne le tolèrent pas. Ou alors ils vous disent, bon, je dors un peu mieux, je me lève moins fatigué le matin, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Alors évidemment, les anglo-saxons utilisent beaucoup, hein, les SSRI, les différents antidépresseurs, etc. Mais moi, alors qu'en France, les gens utilisent beaucoup les antidépresseurs, moi, la plupart de mes patients, ils ne veulent pas utiliser les antidépresseurs, ou ils les tolèrent mal. Et je trouve que l'hypnose, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que vous pouvez travailler de façon approfondie sur la personnalité des gens, sur les traumas. La deuxième, c'est plutôt un peu de la recherche. Donc ça peut être intéressant de l'essayer si ça n'a pas été essayé. Ça marche. Mais Inch'Allah, quoi. Par rapport à la stimulation vagale, j'ai vu que ça se fait de manière non invasive et de manière non invasive. Est-ce qu'on peut, parce que je vois que nos anesthésistes, ils travaillent beaucoup sous écho et on arrive à voir tous les nerfs aujourd'hui, on arrive à faire de l'anesthésie loco-régionale de manière incroyable. J'ai vu les anesthésistes avec qui je travaille, ça anesthésie de partout en loco-régional. Et je suis sûr et certain qu'ils seront capables de voir le nerf vague à l'échographie avec des sondes linéaires. Ouais. Est-ce que ça pourra être une piste? Oui, tout à fait. Est-ce que ça pourra être une piste? Bon, là, je n'avais pas trop le temps, mais si vous voulez, dans la neurostimulation cervicale, votre nerf vague à vous, il n'est peut-être pas pareil que le mien, etc. Donc, il y a des gens maintenant qui, par des techniques d'échographie haute résolution, ou par des techniques le but, c'est d'essayer de caractériser parce que dans le nerf vague, il y a des fibres qu'il faut stimuler et des fibres, c'est pas bon de les stimuler. Ça a été montré dans les syndromes ARDS, là, de la Covid, là, de dépression respiratoire. Et en fait, si vous voulez, maintenant, il y a des équipes qui travaillent là-dessus, d'essayer de caractériser au niveau du nerf vague, de fabriquer des cuffs, là, des électrodes qui, au lieu de stimuler tout le nerf vague, qui stimuleraient qu'une partie de fibres dont je sais qu'elles sont à visée anti-inflammatoire, anti-nociceptive et tout.
Et ça, c'est vachement complexe parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser en pratique courante. Quand on stimule le nerf vague au cou, le chirurgien, il met une électrode qui ne fait pas 360, elle est comme ça. Hein. Il y a une partie qui n'est pas circonférentielle. Hein. Et donc, vous pouvez penser que vous allez stimuler des fibres qu'il ne faudrait pas stimuler. Notamment au niveau pulmonaire, ça avait été testé dans la Covid, hein, parce que moi j'avais écrit un papier sur la Covid en disant pourquoi on ne stimulerait pas le nerf vague. Et en fait, ça a été publié après par les Chinois de Yuan, là où ça commençait, et ils montraient qu'en fait, dans le nerf vague, il y a des fibres que si vous les stimulez, vous aggravez l'inflammation pulmonaire, au lieu d'être anti-inflammatoire. Oui, oui, il y a des gens qui le font. Oui, oui. Ah, oui. Tout à fait. Il y a un très beau papier qui a été publié dans Frontières Neuroscience, je crois, où les gens, c'est l'équipe de Kevin Tracé, c'est un neurochirurgien qui a validé le fait que le nerf vague était anti-inflammatoire. En fait, le nerf vague, il est anti-inflammatoire en libérant de l'acétylcholine à la fin de lui-même, sur les efférences, qui s'articule avec un interneurone du système nerveux entérique, qui libère de l'acétylcholine, qui inhibe la libération de TNF-alpha par les macrophages. Donc en 2000, il a publié ça dans Nature, il a dit voilà, le nerf vague, les efférences vagales sont anti-TNF et tout. Et moi à l'époque, quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est génial, au lieu de filer les anti-TNF, pourquoi on ne stimule pas le nerf vague? On est parti comme ça là-dessus sur l'animal, on a montré l'effet, puis on est passé à l'homme, si vous voulez. C'est beaucoup plus complexe que ça. J'avais un schéma, mais je ne voulais pas vous intoxiquer avec ça. Donc le nerf vague, c'est le cholinergique anti-inflammatory pathway, la voie cholinergique anti-inflammatoire, qui est anti-TNF, etc.